Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité ce jour, les bénéficiaires du programme AgroSturdy ont été reçus en audience au cabinet du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. En compagnie du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, plusieurs sujets ont meublé les échanges. Michel Dessuyer, sélectionneur des écureuils du Bénin, a donné une conférence de presse mardi au ministère des Sports. Objectif, livrer l'identité des joueurs retenus pour les prochains matchs du Bénin contre le Madagascar et la RDC. Et hors de nos frontières, le président américain Joe Biden a présenté son plan pour limiter le réchauffement climatique. Voilà pour le sommaire, les détails dans un instant. Merci de choisir Eden TV pour vous informer. Ouverture de la première session extraordinaire au titre de l'année 2021 du Conseil électoral, officiellement mardi dernier. Sous l'autorité du président du Conseil électoral, Saka Lafia, les travaux ont effectivement démarré au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat et en présence de tous les conseillers. Les travaux dureront 15 jours et permettront aux membres du Conseil électoral de procéder à l'adoption formelle de l'avant-projet du budget de fonctionnement de la Sénat gestion 2022. Cette session permettra également, entre autres, aux conseillers d'examiner et d'adopter le compte-rendu de la mission effectuée par la Sénat au niveau des sièges des formations politiques dans le cadre du suivi de la gestion du financement public des partis politiques au titre des 2 premiers trimestres de l'année 2021. Il faut noter que cette session extraordinaire prendra fin le 25 novembre prochain. Ouverture également à Cotonou d'un atelier sur l'élaboration de la stratégie de la promotion du genre au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Et c'est au directeur du cabinet du dit ministère qu'est revenu l'honneur de lancer les travaux. Clémence Tonokwa pour le point. Pendant 3 jours, les participants à cet atelier vont élaborer la stratégie de la promotion du genre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Il s'agit donc d'un creuset d'échange sur la prise en compte du genre dans la diplomatie. Selon la directrice de cabinet du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, l'intégration de l'approche genre dans les stratégies nationales revêt de grand intérêt. L'intérêt de cette approche dans la planification est la réduction des inégalités entre les différentes composantes de la société en vue d'atteindre les objectifs de développement. C'est donc une grande responsabilité qui vous incombe dans l'élaboration des stratégies à mettre en œuvre les prochaines années afin de donner les mêmes chances aux hommes et aux femmes. La promotion du genre est l'une des priorités du gouvernement actuel qui a conscience que le développement d'un pays passe également par l'élimination des inégalités entre les femmes et les hommes. Le ministre Aurélien Agbenossi partage bien cette vision du gouvernement. En décidant que soit élaborée la stratégie de promotion du genre, le ministre Agbenossi veut que le ministère soit doté d'un outil qui lui permettra de promouvoir les droits des femmes auprès des partenaires techniques et financiers afin de contribuer à faire du Bénin un pays où l'égalité et l'équité favorisent la participation des hommes et des femmes aux instances de prise de décision, de même que l'accès et le contrôle des ressources productives en vue d'un développement humain durable. Évidemment, la mise en œuvre de cette stratégie contribuera à améliorer le positionnement des femmes au sein des instances de prise de décision au ministère des Affaires étrangères et de la coopération et de mieux intégrer la dimension genre dans toutes les activités du ministère. Plusieurs communications sont prévues au cours de cet atelier en vue de renforcer les capacités des participants sur la question du genre. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle en compagnie du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a reçu en audience les bénéficiaires du programme AgroSturdies. Au cœur des échanges, la présentation du dit programme qui donne l'opportunité aux bénéficiaires de suivre une formation de plusieurs mois en Israël dans le domaine agricole. Le point du compte rendu avec Carole Olaye.
Ils sont au total 20 jeunes apprenants des lycées agricoles du Bénin à bénéficier du programme israélien AgroStudies. Reçus en audience par le ministre en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, à la veille de leur départ pour un séjour de 11 mois de formation en Israël, ils auront à acquérir de nouvelles connaissances israéliennes pour une agriculture plus performante et modernisée. Ce sont des étudiants qui partent en mission pour le Bénin, c'est comme des ambassadeurs. Et quand ils partent, ils vont en formation, ils se font former et ils reviennent avec des connaissances avérées dans le domaine de la technologie, la nouvelle technologie, des innovations d'Israël et l'horticulture, qui serait même la base fondamentale de leur formation, fait partie des leviers essentiels sur lesquels le Bénin est en train de compter sur ces étudiants qui sont en train d'aller en formation. Alors ils vont revenir avec ces compétences, former leurs autres frères, servir de maître de mémoire pour les autres frères qui n'ont pas eu cette chance, cette opportunité de se rendre en Israël. À la suite des échanges avec le ministre Yves Tchabi-Kwaro, ces jeunes ont été également reçus par la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une démarche qui s'inscrit dans la mise en application des recommandations issues des précédentes éditions du programme AgroStudies. Il y a eu des sollicitations qui ont été faites, donc dans la plupart du temps, le consulat, à travers son ambassade en Côte d'Ivoire, demande à ce que les autorités béninoises accompagnent ce programme par la visite de ces étudiants lorsqu'ils sont en formation sur le territoire israélien. Il est très important que nos autorités fassent le déplacement pour aller les voir. C'est ça qui booste ces étudiants à mieux rendre. Ce programme a été ouvert pour le Bénin juste après la présentation des lettres de créance de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Israël au Bénin. Et le Bénin, depuis 3 ans, a commencé par faire son chemin avec les autres étudiants du monde entier. Ces ambassadeurs agricoles béninois seront répartis sur de différentes fermes agricoles en terre israélienne où ils bénéficieront des cours pratiques et théoriques dans les domaines de la production, de la transformation et de la conservation des produits agricoles. Au volet sport de cette édition, le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, Michel Dessuet, a livré l'identité des écureuils retenus pour les 2 prochains matchs du Bénin face à Madagascar et la RDC. C'était au cours d'une conférence de presse tenue dans la salle de presse du stade général Mathieu Kérékou. Par ailleurs, Michel Dessuet a expliqué les raisons de la convocation de Jodel Dossou dans l'équipe nationale. Il est au micro de Aristide Setti. En préambule de ces 2 rencontres contre Madagascar et la RDC, je vais vous donner la liste des 25 joueurs qui ont été retenus, avec comme gardien Saturnin Alakbé, Marcel Dangenou et Batori Douyeme. Défenseurs avec Khaled Adenon, Moïse Adileou, Youssouf Assogba, Samadou Bourou, Milvin Doremus, David Kiki, Cédric Ontonji, Johan Roche et Olivier Verdon. Au milieu, Jordan Adeoti, Matteo Alinvi, Cécile Almeida, Rodrigue Kossi, Junior Oletan, Anan Tidjani. Les attaquants, Jodel Dossou, Chabel Gomez, Marcelin Coupeau, Steve Mounier, Michael Poté, Désiré Sekbe-Azangpo et Sebio Soukou. Vous savez comme moi que ce qui s'est passé est la sanction d'exclusion qui a été prise à son encontre. La fédération également a statué sur ce cas. Elle a publié aussi un communiqué où elle a rappelé qu'elle validait l'exclusion du joueur et c'était assorti d'une amende financière. Voilà. À partir de là, c'est une sanction qui est lourde et importante pour le joueur. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est une décision qui a été importante. Maintenant, on essaie de regarder devant. Et la réflexion, forcément que je l'ai nourrie dans ma tête tout au long de ces derniers jours. Parce que je sais que c'était une décision importante. Maintenant, je dirais une chose simple. Il a commis une erreur, il a commis une faute.
Son comportement depuis quelque temps et son attitude n'étaient pas forcément les bonnes. Aujourd'hui, j'espère qu'il saura tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il a vécu, pour revenir dans le groupe et se mettre au service du groupe, au service de l'équipe et au service de son pays. Donc, c'est quelque chose qui maintenant lui appartient. Il s'agit aussi pour lui de se réhabiliter aux yeux du public béninois par son comportement en dehors du terrain et son comportement sur le terrain. S'il est évident que les explications données par Michel Dessuyet sur le retour de Jodel Dossou ont convaincu les journalistes sportifs présents à cette conférence de presse, il n'en demeure pas moins que certains pensent qu'au-delà de la performance qui sous-tend ce choix, il faut que l'attaquant soigne son image auprès du public béninois. Suivez les propos toujours recueillis par Aristide Setti. À mon avis, je pense que oui, le sélectionneur a très bien fait de rappeler au sein de cette équipe nationale Jodel Dossou. Vous le savez, ces dernières sorties des écureuils du Bénin ont été marquées notamment par 2 réalisations de Jodel Dossou, 2 réalisations qui sont venues à point nommé et 2 passes décisives qu'il a délivrées ces 2 dernières années au sein de cette équipe. Et quand vous prenez la performance de ce garçon en club, c'est quand même 12 matchs joués cette saison pour 1 but et une passe décisive. Ça voudra dire que techniquement et statistiquement, il a sa place au sein de cette équipe nationale. C'est vrai qu'il y a eu cette faute grave qui a été sanctionnée par le sélectionneur et la sanction qui a été comprise par les dirigeants de notre football. Et le code de discipline de cette équipe nationale, selon les dits du coach, stipule que quand vous commettez une faute grave, on vous suspend immédiatement pour le match qui suit et puis on vous inflige une amende, ce qui a été déjà fait pour ce garçon. Donc c'est normal et logique qu'il revienne au sein de cette équipe. L'acte est légitime parce que Jodel Dossou, nul n'ignore son importance dans le jeu. C'est vrai, il a été sanctionné selon les dires du sélectionneur, mais sa présence s'avère très importante dans cet effectif des écureuils du Bénin. Je vous convainc en vous parlant du match que nous avons perdu à domicile. Son absence était très remarquable dans l'effectif lors du match que nous avons perdu ici face à la Tanzanie. Donc son retour est salvateur dans l'équipe. Quand on se situe dans la réflexion du sélectionneur, je crois que l'argument avancé est quand même costaud. C'est un argument costaud en ce sens qu'il veut placer le joueur en face de ses responsabilités. Quand vous êtes un footballeur, que vous avez été radié, que vous avez été chassé lors du dernier rassemblement et que le sélectionneur vous rappelle, c'est quelque part vous situer devant vos responsabilités, c'est quelque part pour que vous puissiez prendre conscience. Après moi, mon avis il reste tranché. Tant qu'il n'aura pas présenté ses excuses en temps normal pour moi, tant qu'il n'aura pas présenté ses excuses non seulement à ses coéquipiers, au sélectionneur, mais également au public béninois, il ne devrait plus avoir sa place en sélection parce que dans un groupe, ce qui doit primer, ce n'est pas le talent, mais c'est la discipline. La discipline est au-dessus de tout. On n'a pas besoin des meilleurs, on n'a pas toujours besoin des meilleurs pour aller au combat, on a besoin des gens les plus disciplinés. Et hors de nos frontières, le programme alimentaire mondial alerte de la situation qui prévaut à Madagascar, victime de la première famine climatique. Selon l'organisation, 30 000 personnes sont en situation de famine dans le pays et souffrent de malnutrition. Et comme toujours, les premières victimes de cette catastrophe humanitaire sont les enfants. Suivez le reportage de nos confrères de RT France. Dans cet hôpital, des scènes alarmantes qui sont devenues quotidiennes. Des nourrissons et des enfants en situation de détresse. Il serait 500 000 à souffrir de malnutrition selon les chiffres du Programme alimentaire mondial. Et plus de 110 000 d'entre eux seraient atteints d'une forme sévère ou aiguë. Cette mère de 8 enfants d'un petit village du sud de l'île a frôlé la mort. Les employés de la mairie ont partagé le peu qu'ils avaient pour la sauver. Nous étions vraiment démunis et squelettiques, nous ne pouvions même plus marcher. Nous risquions de tomber juste en trébuchant sur une brindille. Une famine qui, contrairement à celle qui frappe le Yémen, le Sud-Soudan ou l'Éthiopie, n'est pas due à un conflit en cours, mais bien au réchauffement climatique. Une première selon l'agence humanitaire. Dans la pointe sud de Madagascar,
Plus de 9 habitants sur 10 vivent en situation de pauvreté. Une pauvreté aggravée par des années de sécheresse, réduisant à néant les capacités de production agricole. Nous avons quelques phénomènes aigus, comme l'intensité de la sécheresse, comme je l'ai mentionné, des sécheresses consécutives au cours des 5 dernières années, un nouveau phénomène de tempête de sable probablement causé par l'érosion des sols, la déforestation au cours des 20 à 30 dernières années, et puis bien sûr les conséquences, l'impact du Covid. Nous avons des prix élevés, l'inflation est vertigineuse, surtout pour les prix des aliments, y compris l'eau. Et puis nous avons aussi l'insécurité. Il y a encore un nouveau phénomène de bandits d'Aalo qui ravage la région. Une situation qui devrait encore davantage se dégrader, la prochaine récolte n'étant pas prévue avant avril 2022 selon les prédictions du programme alimentaire. L'agence onusienne estime à 69 millions de dollars le montant nécessaire pour fournir une aide d'urgence dans le pays pour les 6 prochains mois. Pendant ce temps, en France, la prolongation du pass sanitaire fait toujours débat dans les rues comme dans l'hémicycle. Aucun accord trouvé hier entre les députés et les sénateurs. La commission mixte devrait permettre de s'accorder sur le test prolongeant la possibilité de recourir au pass sanitaire. Un nouvel examen doit se tenir aujourd'hui et demain avant un vote vendredi. Les précisions. Dans le contexte d'une possible 5e vague de Covid-19, le projet de loi Vigilance sanitaire permet au gouvernement de recourir à l'état d'urgence et aux mesures exceptionnelles que sont notamment le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certaines professions. Le texte va être de nouveau examiné à l'Assemblée nationale pour une 2e lecture. Pourquoi ? Eh bien parce que députés et sénateurs n'ont pas pu se mettre d'accord sur un texte commun en commission mixte paritaire. Alors on le rappelle, à l'Assemblée nationale, c'est le parti présidentiel qui domine, alors qu'au Sénat, il y a une majorité de droite. Quels sont les points de désaccord? Alors en ce qui concerne l'état d'urgence et donc l'utilisation du pass sanitaire qui arrivait à terme au 15 novembre prochain, le gouvernement souhaiterait le prolonger jusqu'au 31 juillet 2022. Alors le Sénat dit oui à une prolongation, mais pas aussi tard. Les sénateurs ont préféré la date du 28 février. Pourquoi ? Pour ne pas donner, disent-ils, les pleins pouvoirs à l'exécutif pour les 8 prochains mois. Les sénateurs préfèrent aimerait en tout cas conditionner l'utilisation du pass sanitaire aux départements qui n'ont pas atteint un taux de vaccination de 81%. Après une 2e lecture à l'Assemblée nationale ce mercredi, le texte va donc de nouveau retourner au Sénat ce jeudi avant de revenir à l'Assemblée nationale. Les députés qui auront donc le dernier mot sur ce dossier. Le président américain Joe Biden, quant à lui, s'est exprimé hier durant la COP pour présenter son plan d'action climatique. Un discours très attendu alors que les représentants des 120 pays présents tentent de trouver une solution pour limiter le réchauffement climatique. Reportage. Joe Biden a profité de son discours de clôture de la COP26 pour mettre en avant le côté fédérateur et le leadership des États-Unis qui sont, dit-il, de retour au premier plan de la scène internationale et particulièrement en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. L'impact de ce retour des États-Unis à la table des discussions a eu des effets très concrets selon Joe Biden qui met notamment en avant l'accord de réduction du méthane qui a été ratifié par près de 100 nations. Écoutez Joe Biden lors de ce discours de clôture. Aujourd'hui, j'ai discuté avec les représentants de plusieurs pays aux économies très différentes et je leur ai dit que les États-Unis seront le partenaire de tous dans cette crise économique. Investir dans les énergies propres est une énorme opportunité énorme pour tous les pays qui souhaitent créer de l'emploi. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Il s'agit également de rendre notre monde plus propre, plus sûr pour tous les enfants du monde. Et puis Joe Biden a profité de la tribune pour également pointer des absences qui ont été remarquées. Celle d'abord du président russe Vladimir Poutine qui a tout de même adressé un message vidéo, mais surtout l'absence du président chinois Xi Jinping qui n'est donc pas venu à Glasgow pour cette COP26, un fait qu'a regretté le locataire de la Maison-Blanche.
en expliquant que la Chine devait assumer le leadership et le rôle qu'elle souhaite avoir au sein de la communauté internationale. Écoutez donc les déclarations de Joe Biden à propos de la Chine. Nous avons un impact et une responsabilité sur la manière dont le monde observe les États-Unis. Et cela est vrai pour d'autres pays. Je pense que c'est une grave erreur de la Chine de ne pas avoir participé à ce sommet. La Chine a perdu une occasion d'influencer les gens dans le monde entier ici durant cette COP26. Et je fais le même constat concernant la Russie. Je dois être clair. S'il y a de la compétition, cela ne doit pas se transformer en conflit. J'ai dit au président chinois que nous devons appliquer les règles légales. Voilà qui clôt donc la tournée européenne de Joe Biden avec des enjeux très importants, que ce soit sur le front de la lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi des enjeux diplomatiques. Il faut se souvenir évidemment du sommet du G20 et de la rencontre particulièrement avec Emmanuel Macron. Finalement, l'image qui restera de cette tournée européenne de Joe Biden, c'est peut-être l'image du président américain assoupi lors de cette COP26, au moment où un discours était prononcé, une image qui a été très largement partagée sur les réseaux sociaux et qui risque peut-être de brouiller le message d'un président qui se dit volontaire à lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Et puis Joe Biden a aussi été rattrapé par l'actualité nationale américaine, puisque lors de cette conférence de presse à Glasgow, déjà, les journalistes l'ont interrogé sur le plan d'investissement qui n'a toujours pas été adopté au Congrès américain. Et dans ce plan d'investissement, on sait qu'il y a 555 milliards de dollars prévus pour justement lutter contre le dérèglement climatique. D'où ce paradoxe. Comment Joe Biden peut-il se placer en leader sur la scène internationale de la lutte contre le réchauffement climatique alors qu'il peine déjà à convaincre au sein du Parti démocrate? C'est une question qui risque de se reposer dans les prochains jours avec ce mercredi le retour aux États-Unis de Joe Biden qui devrait à nouveau avoir des négociations ardues avec les membres du Parti démocrate. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.